Monde numérique. Deux ans déjà pour ChatGPT, et on a l'impression que c'était il y a 10 ans vu tout ce qui s'est passé. Les 2 ans du chatbot d'OpenAI, c'est le sujet principal de ce nouvel épisode de l'hebdo de Monde numérique. On va en parler notamment avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Et puis l'actu de la semaine, c'est aussi Blue Sky qui continue sa course vers les étoiles, l'Australie qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et un coup de filet spectaculaire dans le secteur du piratage par IPTV. L'innovation de la semaine, une nouvelle IA générative signée NVIDIA capable de créer des sons étonnants. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, les interviews, on ira chez Orange pour une rencontre exclusive avec son directeur de l'innovation Bruno Zerbib qui nous parlera de la recherche au sein du groupe Orange. Et puis on va s'intéresser à la tech et au design avec l'entreprise spécialisée Hygo. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique. C'est l'hebdo du 30 novembre 2024. Monde numérique, Jérôme Colombin. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo. Monde numérique, l'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis, Monde numérique, c'est tous les jours de la semaine des chroniques sur l'actu tech, des éditos, des interviews long format, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. Je sais que vous nous écoutez sur YouTube. Non, il n'y a pas l'image, car c'est de l'audio. Et puis aussi sur les assistants vocaux. Enfin, n'oubliez pas que Monde numérique, c'est également une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Vous pouvez soutenir financièrement Monde numérique si vous le souhaitez, et surtout dans la prévision du salon CES de Las Vegas. Votre don permettra de couvrir cette année encore le CES et de vous faire vivre cet événement exceptionnel et toutes les nouveautés qui vont être annoncées. Deux petites annonces avant d'aller plus loin. Cette semaine, ne ratez pas un nouvel épisode du Grand Débrief. C'est ce rendez-vous mensuel avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel. Pendant 1 heure, on débriefe l'actu tech. Le dernier jour du mois, ou presque. Ce mois-ci, ce sera donc ce dimanche, 1er décembre. Rendez-vous à ne surtout pas rater. Alors là, pour le coup, c'est disponible également en vidéo sur YouTube. Et puis, un petit mot à propos de la formation spéciale podcast que je vous propose, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, avec une promotion pour les auditeurs de Monde numérique, moins 20% avec le code podcast24. Mais attention, ça se termine ce samedi 30 novembre. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous rêvez de créer votre podcast, rendez-vous sur le site formationpodcastpro en un seul mot.com. Vous trouverez le lien également dans la description de cet épisode. L'actu de la semaine. C'était donc il y a 2 ans, jour pour jour, le 30 novembre 2022, OpenAI dévoilait ChatGPT, le premier chatbot conversationnel basé sur un modèle d'intelligence artificielle générative, un Large Language Model. Une avancée technique spectaculaire rendue possible par l'explosion de la puissance des processeurs, l'explosion de la quantité de données disponibles sur Internet qui ont permis l'entraînement de ces fameux modèles. Et puis aussi, il faut le signaler au passage, une invention signée Google qu'on appelle les Transformers. Depuis ce 30 novembre 2022, le grand public peut donc accéder à ces outils incroyables capables de générer du texte à partir de simples requêtes en langage naturel. Des outils qui existaient déjà mais qui étaient jusqu'à présent réservés aux chercheurs. Dès sa sortie, l'engouement pour ChatGPT est immédiat. En seulement 5 jours, il atteint le 1 million d'utilisateurs, un record pour une technologie numérique nouvelle. ChatGPT a démocratisé l'intelligence artificielle générative avec un impact qu'on n'a pas fini de mesurer aujourd'hui. Malgré ses défauts, ses hallucinations, parce qu'il ne sait jamais dire qu'il ne sait pas quelque chose, donc il invente, malgré sa consommation énergétique démesurée et surtout malgré ses utilisations illégitimes pour fabriquer des fake news ou fabriquer du code informatique malveillant, eh bien ChatGPT et ses concurrents aujourd'hui sont en train de changer le monde en profondeur.
2 ans après sa naissance, ChatGPT est devenu un allié indispensable pour de nombreux secteurs. Il permet d'accéder à des explications claires et précises sur des sujets complexes comme l'astrophysique ou simplement la cuisine. Des professionnels l'utilisent pour rédiger des documents, résumer des réunions ou automatiser des tâches répétitives. Les enseignants peuvent s'en servir comme outil pédagogique. Mais malheureusement, les élèves ont bien compris qu'ils pouvaient aussi l'utiliser pour tricher. Les artistes, les écrivains, les scénaristes, les journalistes peuvent l'utiliser pour générer ou retravailler du texte, des contenus. Enfin, plus spectaculaire et plus prometteur encore, quand ChatGPT joue au docteur, eh bien, il fait mieux que les vrais médecins. Une récente étude parue dans la revue médicale JAMA Network Open a encore montré que ChatGPT posait des diagnostics fiables à 90% contre seulement 74% pour des médecins humains qui n'utilisent pas l'IA et 76% pour des médecins qui, eux, utilisent l'IA. Au-delà de cela, l'avènement de ChatGPT, c'est aussi le coup d'envoi d'une nouvelle bataille industrielle entre les géants de la tech, OpenAI, un nouveau venu, Microsoft. En face, il y a Google, Amazon, Meta, une nouvelle bataille économique, financière, commerciale, à laquelle l'Europe, malheureusement, semble presque totalement étrangère. En tout cas, 2 ans après sa création, ChatGPT a prouvé son utilité. Malgré donc des effets secondaires, il représente une véritable avancée technologique qui n'a pas fini de changer le monde. C'est le dossier de la semaine de Monde Numérique et on en reparle tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti. Cet édito a d'ailleurs été rédigé en partie seulement, avec l'aide de ChatGPT. Du côté des réseaux sociaux, Blue Sky, le challenger de X, continue de grimper vers le ciel, bleu évidemment. Blue Sky a passé la barre des 20 millions d'utilisateurs récemment, 23 millions exactement à l'heure où je vous parle. Le réseau de Jack Dorsey s'achemine donc tranquillement vers les 25 millions d'inscrits et au-delà vers l'infini. Certes, il a encore de la marge avant de jouer véritablement dans la cour des grands. On est loin des 275 millions d'utilisateurs de Threads ou des 500 millions de X. En tout cas, avec les grands pouvoirs viennent néanmoins les grandes responsabilités. Et voilà que Blue Sky est en train de se faire rattraper par la patrouille de la Commission européenne. En particulier, la Commission aimerait savoir précisément quel est le nombre d'utilisateurs dans l'Union et puis où se trouve son siège social en Europe, sachant que ce sont des obligations qui incombent aux acteurs du numérique s'aventurant sur le terrain européen désormais. Alors Blue Sky, malgré tout, est encore loin du cap des 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, qui est le seuil à partir duquel il faut vraiment commencer à rendre des comptes, notamment en matière de modération des contenus. Les réseaux sociaux toujours, ils seront désormais interdits aux moins de 16 ans. Ce n'est pas en France, ni en Europe, mais en Australie. Ainsi en a décidé cette semaine le Parlement australien, qui a adopté une loi, la première au monde fixant un âge légal, un âge minimum aussi élevé. Ainsi en a décidé le Premier ministre de centre-gauche, Anthony Albanese, qui a déclaré qu'il voulait que les jeunes Australiens lâchent leur téléphone et aillent plutôt sur les terrains de foot, de cricket et de volley. En Europe, par défaut, l'âge minimum est fixé également à 16 ans, sauf accord des parents. Et en France, c'est 15 ans. Cela dit, en Australie, on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que la loi reste encore floue. On ne sait pas si véritablement elle pourra s'appliquer, mais la menace, c'est que les réseaux sociaux qui n'instaureraient pas des barrières pour les moins de 16 ans, eh bien, pourraient écoper d'amendes pouvant aller jusqu'à l'équivalent de presque 31 millions d'euros. Les plateformes ont 1 an pour se mettre en conformité. Toujours en matière de réseaux sociaux et toujours dans le but de protéger la jeunesse, une décision surprenante de la plateforme TikTok qui a décidé d'empêcher les jeunes de moins de 18 ans d'utiliser désormais les filtres beauté. Ces systèmes par intelligence artificielle qui permettent d'améliorer la forme du visage, les courbes du corps, de faire des lèvres charnues, etc. Une mesure prise pour protéger la santé mentale des ados qui seraient mis à mal par ces visages et ces corps faussement parfaits qui leur renverraient une mauvaise image d'eux-mêmes, surtout les jeunes filles. Donc les ados ne pourront plus utiliser les filtres beauté de TikTok dans l'Union européenne ni au Royaume-Uni. Et c'est le réseau social lui-même qui l'a donc décidé, peut-être pour faire un geste, alors que les accusations sont nombreuses contre TikTok concernant les problèmes d'addiction et d'impact sur le moral des plus jeunes. En revanche, les filtres ne sont pas interdits pour les plus vieux qui souhaitent paraître plus jeunes, donc vous pouvez continuer à les utiliser. Et on termine par un coup de filet spectaculaire dans le petit monde des arnaques à l'IPTV.
102 suspects identifiés, 11 personnes arrêtées dans une dizaine de pays d'Europe. La France, l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. C'est ce qu'a annoncé cette semaine Europol. Il y a eu 112 perquisitions, 29 serveurs saisis et une centaine de sites fermés, ainsi qu'un butin de plus d'1,5 million d'euros en espèces et en crypto-monnaies saisis par les policiers. Ces escroqueries à l'IPTV, ça consiste à proposer des milliers de chaînes pour presque rien, des abonnements à des prix dérisoires, via des services sur Internet. Les escrocs s'abonnent à un flux légal et rediffusent tout ça. C'est apparemment très lucratif. Le réseau comptait plus de 22 millions d'utilisateurs dans le monde, avec des revenus substantiels, mais c'est aussi très illégal, donc méfiez-vous d'ailleurs des offres alléchantes qu'on voit fleurir un peu partout sur des sites et qui promettent des milliers de chaînes à regarder pour pas cher. C'est illégal et ça peut donc s'arrêter du jour au lendemain. Voilà pour les principales news tech qu'il ne fallait pas rater cette semaine. On part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Retrouvez mon camarade Bruno. Le débrief transatlantique. Hey, Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Comment vas-tu? Ben, ça va bien. Comment es-tu en train de te préparer pour célébrer les 2 ans d'anniversaire de ChatGPT? Ah là là, ça c'est franchement. Alors écoute, je suis en train de repasser mon costume, Ouais. donc mon costume à paillettes. Je suis en train Est-ce qu'il y a des d'organiser festivités qui sont organisées les chez toi? festivités, bien sûr, absolument. Il va y avoir un défilé de majorettes, il y aura également un feu d'artifice. François Sorel, j'imagine? Bien sûr, François Sorel qui fera un numéro de claquettes, OK. absolument. Et donc, oui, il faut fêter ça quand même. 2 ans de ChatGPT, 30 Ben, ça a changé novembre. ta vie, toi. Et toi, ça t'a pas changé la vie? Oui, Franchement. mais moi, c'est toi qui m'intéresse, là. Non, mais c'est ça qui est incroyable, Ouais. c'est que ça, je pense que ça a un peu, peut-être pas fondamentalement, mais ça a un petit peu changé la vie de millions de gens à travers le monde, ChatGPT. Ah ben, à certains niveaux, là, on s'entend. Il y a permets-moi d'utiliser l'expression préférée de Shakespeare. Il y a les power users qui, comme toi et moi, qui l'utilisons vraiment beaucoup. Ouais. Bon, il y a des gens qui, à l'occasion, vont utiliser l'outil, mais effectivement, ça a changé. Dans bien des domaines, ça a changé la vie de bien du monde. Mais alors, bon, on est obligé de redire un petit peu les banalités, entre guillemets, qui ont été dites depuis le début, mais c'est vrai que ça a démocratisé l'intelligence artificielle. Des tas de gens qui savaient à peine que ça existait et qui n'avaient jamais utilisé ce genre de choses se sont mis tout d'un coup à découvrir ce que ça pouvait faire. Ça a été adopté beaucoup par les entreprises. Il y en a aussi beaucoup qui l'utilisent maintenant à l'école. Moi, j'en parlais la semaine dernière dans Monde Numérique. C'est à la fois des perspectives très intéressantes et en même temps, ça devient un problème parce que les gamins, tu peux plus leur donner de devoirs à faire à la maison parce que ils les font faire par ChatGPT. Mais bon, enfin, on va pas rouvrir le dossier, mais voilà, il y aurait plein d'autres choses à faire. Donc c'est quand même une petite révolution. Et à côté de ça, moi je connais toujours, et peut-être toi aussi, dans mon entourage, des gens qui n'ont jamais utilisé ChatGPT. Mm-hmm. Donc voilà, donc là je leur ai dit qu'on pouvait pas rester amis et qu'il fallait arrêter la relation en fait. À un moment donné, il faut Il faut savoir tirer le rideau. Exactement. Ouais. Mais non, tu as raison de le dire parce que moi, j'aime bien rappeler que l'intelligence artificielle, dans le fond, bon, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale, là, vraiment la première fois qu'on la voit être utilisée. Puis, dans l'histoire moderne, entre guillemets, c'est peut-être 97 avec Garry Kasparov qui joue contre une machine. Mais tu as raison, le 30 novembre 2022, c'est la première fois que toi et moi, monsieur, madame, tout le monde, peut s'asseoir à son ordinateur ou avec son téléphone à la main et utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est là où il y a le grand changement. Parce que c'était déjà dans les industries, c'était déjà dans certains outils, mais c'est la première fois que le commun des mortels, qui a accès évidemment à Internet, peut interagir avec une IA générative. Et c'est ça qui est formidable. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va essayer d'y trouver un usage qui va pouvoir les aider, les avantager, les assister. Et c'est là où je trouve que la magie opère. Bon, puis là, on parle de ChatGPT parce que c'est le premier de la grande famille, mais c'est aussi à partir de ce moment-là, puis j'ai hâte de voir les livres d'histoire plus tard,
si je me rends jusqu'à plus tard, mais c'est de voir les livres d'histoire, ce moment charnière où là, Mmh. il y a toute une nouvelle industrie qui est créée et c'est le monde de l'intelligence artificielle où il y a des géants qui sont créés. Je pense évidemment à OpenAI, mais aussi à Anthropic, pour ne nommer que ceux-là, mais bon, Agen, d'autres joueurs comme ça qui sont devenus des joueurs importants dans l'écosystème du monde numérique Mmh. et Mmh. qui n'étaient pas du tout sur notre radar 2 ans auparavant. Exactement, oui, parce que là, c'est que tout est IA aujourd'hui, hein, et toi comme moi, on traite au moins un sujet IA, si ce n'est plusieurs, dans chacune de nos émissions. C'est complètement fou. Mais tu sais, je repensais à ça ces jours-ci et je pensais à un moment personnel que j'avais vécu et qui avait été assez important. Et en fait, j'avais entendu parler de cette histoire de génération automatique de texte, donc du GPT, hein, Ouais. tiens, je sais même plus ce que ça veut dire tout d'un coup. Generated Pre-trained Transformer, c'est ça, hein, GPT. Et donc, ces outils qui étaient capables de d'écrire et presque de donner l'impression qu'ils pensaient. J'avais écouté, en fait, moi, je me souviens très bien, j'étais en train de faire du vélo et j'écoutais un podcast. Je sais, c'est pas bien, faut pas écouter des trucs quand on fait du vélo, mais ça fait Non, rien mais d'être c'est sur un vélo l'oreille. stationnaire, là. Ouais. Voilà, c'était exactement. Et j'écoutais une émission là-dessus qui parlait de, je pense qu'il était question de GPT version 1.5 qui était dans les labos, qui était totalement inaccessible au grand public, qui était pas au point, etc. Mais déjà, on commençait à expliquer que, eh bien oui, les machines allaient pouvoir générer du texte, interagir, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a quand même un truc nouveau qui est en train de ça y est, il y a une bascule qui est en train de s'opérer, il y a un virage qui est en train de se prendre. On rentre dans une espèce d'ère de la sémantique de l'informatique, enfin, ou du cognitif, ce qu'on appelle le cognitif, c'est-à-dire que l'ordinateur devient un petit peu notre égal en termes de fabrication de contenu totalement compréhensible par l'être humain, quoi. Et ça m'avait vraiment interpellé. Et alors après, bon, ChatGPT est arrivé, comme tu l'as dit. On peut rappeler d'ailleurs un ou deux chiffres qui sont assez étonnants, hein, parce que c'est ça aussi, c'est la vitesse d'adoption de cet outil. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2 mois, et puis aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs. Mais Bruno, et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a le côté positif et puis il y a aussi tout le côté négatif qu'on a vu aussi surgir, comme eh bien la mauvaise compréhension de ce qu'est exactement ChatGPT, qui n'est pas du tout intelligent, et puis évidemment tous les effets pervers et les dérives en fait de ce formidable outil. Ouais, il y a ça, puis dans les choses que je trouve, dont on parle, ben nous, on en parle, mais en général, on en parle peu. C'est tout l'enjeu aussi, par rapport à l'énergie, par rapport à l'environnement. Ouais. Ça consomme énormément. Encore hier soir, j'écoutais une émission à la radio publique, chez nous et qui comparait la recherche qu'on peut faire sur Google et la recherche qu'on peut faire pour le même sujet sur un ChatGPT et la différence au niveau de la consommation d'énergie, c'est la même question va te prendre peut-être 60% de plus d'énergie si tu le fais avec ton ChatGPT plutôt que le faire sur Google. Alors évidemment, Ouais. d'un point de vue de l'individu, ça peut aller. Mais tu le dis, on écoute les chiffres, c'est 200 millions de personnes qui en font. C'est de la consommation d'énergie, ça. Et Ouais. il y a 2 ans, c'était pas encore sur nos radars. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ben, les grands joueurs qui sont derrière l'intelligence artificielle, en tout cas qui la poussent maintenant, donc pensons au Google, pensons au Microsoft, pensons au Amazon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train de réouvrir des centrales nucléaires Ouais. pour arriver à donner de l'énergie à ce monstre qu'on a créé et que tout le monde aime bien utiliser. Et ça, c'est sans doute vraiment ouais, c'est peut-être l'enjeu majeur, tu as raison. C'est un peu comme la voiture électrique. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout le monde passe à l'IA, où tout le monde passe à la voiture électrique, et ben en fait, ok, c'est super, c'est génial, mais derrière, on n'a pas les moyens de suivre. Ben non. Alors bon, nous en France, on a de l'énergie nucléaire. Il y en a aussi dans d'autres pays, bien sûr. Nous, on est à 70% en nucléaire, donc on a une énergie qui produit pas de CO2. Il faut quand même le rappeler. Enfin, une électricité qui ne produit pas de CO2 pour environ 70%, donc c'est super important. Mais tu vois, par exemple, en Allemagne, où ils sont repartis sur des centrales à charbon, ou en Chine, où il y a une espèce de mix, où il y a encore beaucoup de centrales à Aux charbon, États-Unis aux aussi, États-Unis ça, on sait, aussi. ouais. Voilà, donc production de CO2 énorme, de toute manière. Et on sent que comment dire, ça ne va faire que grossir ce truc-là. Donc il y a un énorme problème, il y a un mur, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Moi, j'ai un ami qui me disait, mais l'autre jour, mais est-ce que tu crois que
Un jour, on va pas tirer la sonnette d'alarme et dire attendez, c'est pas possible, on rationne, c'est fini. Comme on commence à dire seulement, il y a des gens qui disent il faut pas faire plus de 2 voyages en avion par an par personne. Et ben là, est-ce qu'on va dire pas plus de 1000 requêtes par an par personne? J'en sais rien. Ouais. C'est complètement fou. Mais j'ai l'impression que l'avenir va passer, en tout cas dans cette industrie-là, si on veut être responsable, ça va passer par l'optimisation de ce qui est là. Et on le Exactement. voit de plus en plus. Il y a même le grand maître NVIDIA, qui est l'outil quand même par lequel une majorité de toutes ces requêtes-là sont faites auprès de l'IA générative. Ben même eux sont en train de créer des cartes graphiques, des processeurs qui demandent moins d'énergie, qui vont plus vite. Ben justement pour qu'à un moment donné, en bout de ligne, parce que la demande ne va pas cesser de croître. Donc, d'arriver à faire plus avec moins. Et je pense que là, à l'heure actuelle, l'industrie est en train de s'intéresser fortement à ce dossier-là, parallèlement au fait qu'ils sont en train de faire la promotion pour que les gens prennent vraiment le virage. Ouais. C'est marrant parce que tu parles de ça parce que j'ai parlé cette semaine dans un épisode de Monde Numérique justement du fameux processeur H100 de Nvidia qui est un peu le cœur du truc. Oui, mais Bruno, tu sais comme moi que ok, toi et moi, on est optimistes, positifs, et puis on aime la tech, et donc on a envie, on se rassure un peu en disant ça. Oh ben ok, il y a pas de problème. Enfin, c'est pas il y a pas de problème, mais on va réussir à optimiser le fonctionnement des processeurs. On va aussi optimiser les modèles. On sait que les modèles deviennent de plus en plus frugaux, donc on va arriver à limiter la casse. Mais en fait, c'est pas vrai. En tout cas, on va tendre vers ça, mais on en est encore très très loin. Et au contraire, on est dans cette course à toujours plus de consommation d'énergie pour alimenter la bête. Mais Jérôme, moi j'ai espoir en l'Europe. Elle va arriver à encadrer tout ça. Je sais ce que tu vas me dire. Et ça va sauver la planète. Mais bien sûr, on va faire un règlement pour, oui. je sais pas quoi, on va réglementer quelque chose. Mais vous allez régler le problème. Non, mais est-ce que tu n'as pas... Moi, j'avoue, je dois avouer que j'ai déjà une petite voix qui me dit, un petit peu comme, tu sais, la petite voix qui t'incite à peut-être pas trop consommer pas trop consommer tout court, voilà. Ouais. Personne n'est parfait, surtout pas moi, mais ou alors on a mauvaise mais ça, conscience. c'est un autre sujet, ça, on en parlera une autre fois. Mais là, j'en viens à me dire, bon, ok, je vais poser des questions à ChatGPT, mais je vais essayer de pas exagérer. Le pire, c'est pour l'image, la génération d'images avec DALL-E ou avec Grok, etc. C'est facile, hein? C'est facile de cliquer pour avoir la meilleure image. Voilà. Chaque fois qu'on clique pour générer une image, c'est l'équivalent d'une recharge de téléphone cellulaire. C'est dingo. À un moment donné, là, mais c'est ça. Mais tu vois ça. Là, moi, j'ai vraiment mauvaise conscience chaque fois que je génère une image. C'est horrible. Ça, c'est intéressant. Mais quand je travaille avec ces outils-là, pour moi, ce qui est important, c'est d'y aller avec modération. Ouais. C'est comme l'alcool. Comme tous les vices de la planète, à un moment donné. Et il faut être, mais il faut se l'appliquer, puis il faut être conscient de l'énergie qu'on prend. Donc, pas cesser de les utiliser. Mais le clic de trop, la question de trop, gardez-la pour vous, puis vous en profiterez une autre fois. Ouais, il faut une espèce d'utilisation modérée, frugale de l'intelligence artificielle. Bon, alors Jérôme, je te souhaite un bon ChatGPT 2 ans. Un ChatGPT Day, tu sais. On devrait. Oui, il n'y en a pas déjà assez pour tout le reste. Voilà. Bon. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Écoute, je suis content que tu me poses la question parce que j'ai des choses fort intéressantes. On parlait là, des 2 ans de ChatGPT, mais moi, je me suis intéressé à la question 2 ans après l'arrivée de ChatGPT, comment ça a changé l'industrie de l'IA? Alors, pour ce faire, je parle avec un des plus grands chercheurs du MILA. Benjo était occupé, alors on m'a donné le numéro 2. Je blague, mais je l'adore parce que de temps en temps, je fais des plateaux avec lui. C'est un chercheur, c'est un professeur, c'est un bonhomme qui est très concret, critique aussi. Et donc, on parle de comment ça a influencé les dernières années. Non, il faudrait l'écouter pour le savoir. Ah ouais. C'est quoi ce suspense? Ouais, là, tu sais. Sinon, je parle avec la secrétaire générale du Conseil de presse du Québec. Tu le sais, hein, le monde du journalisme change avec les technologies, particulièrement avec l'intelligence artificielle. Alors, ils viennent de mettre à jour le code de déontologie des journalistes. Ça sent l'IA d'un bord à l'autre, pas tellement parce qu'ils l'ont fait avec ça, mais parce qu'ils abordent énormément de thématiques qui sont impactées par l'IA. Alors, grande discussion avec elle. Intéressant. Puis sinon, on va retourner en France, parler avec
un de tes collègues là, Ah, qui encore. vient de publier récemment une application qui s'appelle Vera et qui permet de vérifier les fake news. Alors, pour parler shakespearien, c'est un Mmh. fact-checker, mais qui est Mmh. disponible ou par téléphone, si tu es sur le territoire français, ou par WhatsApp. Et c'est D'accord. vraiment bien fichu. Il y a quelque chose comme Cool. 200 ou 300 sources d'informations. Et moi, je l'ai essayé, notamment il y a comme 2 semaines quand il s'est mis à neiger en France. Et j'ai posé la question, est-ce que c'est vrai qu'il neige sur Paris? Il me dit, oui, Mmh. oui, c'est vrai. Il a me sorti plein d'informations. Ah, mais c'est super ça, Ben ouais. c'est très bonne idée, il faudrait que Et je à l'interviewe découvrir en également. écoutant mon carnet. Bon, bah super, c'est ce qu'on va faire, parfait. Bruno, je souhaite une bonne suite de podcasts à tous tes auditeurs, et puis je te dis à la semaine prochaine, et je te dis même à ce week-end pour le grand débrief avec notre camarade François Sorel. Ah, je sais, je me prépare. Tu te Je me prépares, prépare. très Allez, bien. bonne suite de podcast, puis on se Salut, reparle. salut. Bye. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est encore une histoire d'intelligence artificielle et on la doit au géant américain des microprocesseurs, processeurs utilisés notamment pour l'IA générative, j'ai nommé NVIDIA. La firme américaine qui a annoncé cette semaine avoir mis au point un nouveau modèle d'intelligence artificielle capable de générer de la musique et des sons et aussi de modifier les voix et de générer des sons qui n'existent pas. La technologie s'appelle Fugato, abréviation d'une série de termes techniques que je vous épargnerai. Elle sera notamment destinée à l'industrie du cinéma, du jeu vidéo, de la production audiovisuelle d'une manière générale. Fugato peut générer des éléments audio à partir d'une simple description textuelle, donc un prompt, et y compris des bruits qui n'existent pas, comme par exemple des chiens qui aboient au rythme de la musique. Écoutez ce que ça donne. Wouf! Ce n'est pas tout, Fugato peut aussi générer des voix chantées. And that's what's real to me. This emergent singing ability. Voilà, c'est assez impressionnant. Si vous voulez tester, je vous mets le lien en description de cet épisode. Mais pour l'instant, le système n'est pas ouvert. On ne peut pas générer ses propres bruits. On peut seulement écouter ce qui est proposé à titre de test par NVIDIA. Alors, c'est pas totalement nouveau. Des systèmes de ce genre existent déjà. On peut signaler notamment ce qui se passe chez Meta ou encore Runway, une start-up américaine. Bon, est-ce que c'est la mort des bruiteurs et illustrateurs sonores du cinéma, qui de toute façon, je crois, ne sont plus tellement nombreux en réalité dans l'industrie du cinéma? Ou bien peut-être est-ce au contraire la naissance d'un nouveau métier, celui d'ingénieur de prompt audio pour le cinéma, le jeu vidéo, etc. Qui sait? En tout cas, NVIDIA a déclaré que pour l'instant, il n'avait pas l'intention de mettre Fugato, de rendre Fugato public, mais forcément, ça devrait arriver un jour ou l'autre. Monde numérique, le meilleur de la tech. Deuxième partie de cette émission, on passe aux interviews de la semaine. On va parler de design dans la tech dans un instant. Mais avant cela, cette semaine avait lieu chez l'opérateur Orange un événement annuel consacré à la recherche et à l'innovation au sein du groupe télécom français. Alors, quelques annonces, notamment des partenariats avec OpenAI et Meta, et puis le lancement d'un service baptisé Live Intelligence, destiné aux entreprises, un service d'IA en fait, multi-LLM, qui a la particularité de rester dans le périmètre de l'entreprise pour éviter des hallucinations et des fuites de données, et qui sert à faire tout ce qu'on fait avec de l'IA, à analyser des documents, résumer des emails, rédiger des comptes rendus, etc. On a pu voir aussi quelques démonstrations, par exemple une expérimentation de téléchargement d'applications sur la Livebox, la box internet de l'opérateur, ce qui serait assez nouveau, mais pour l'instant, c'est pas encore implémenté, commercialisé. Également, un système pour retrouver des films en vidéo à la demande à partir de très peu d'informations grâce à l'IA générative. Vous êtes chez vous, vous savez pas quoi regarder, vous attrapez votre télécommande et vous lui dites par exemple « Montre-moi le film dans lequel il y a la réplique « Je suis ton père ».
Si vraiment vous avez une perte de mémoire, hein, puisque en général on trouve ça assez facilement, mais là c'est l'IA qui vous sort le bon épisode de Star Wars. Ou bien il y avait également la démonstration d'un système qui permet de retrouver des mots de passe et des identifiants piratés qui traînent dans les milieux hackers pour les désactiver avant qu'ils puissent être utilisés pour des escroqueries. Bref, des choses qui sortent des labos d'Orange, et pour en parler, eh bien, j'ai rencontré le directeur de l'innovation d'Orange. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Bruno Zerbib. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de l'innovation du groupe Orange. Qu'est-ce que c'est exactement l'innovation chez Orange aujourd'hui ? Alors, l'innovation chez Orange aujourd'hui, déjà, c'est une passion qui touche absolument tout le monde, toutes les organisations. Je suis responsable d'une organisation qui s'appelle Orange Innove, dont la mission évidemment est l'innovation technologique, qu'on peut voir à la fois dans l'efficacité et l'excellence opérationnelle, mais en même temps la mise en place de nouvelles offres innovatives. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est aussi beaucoup de collaboration entre tous les collaborateurs du groupe qui participent à l'élaboration de nouvelles solutions, de nouvelles façons parfois de penser, de nouvelles solutions technologiques, et elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir de France, elle peut venir de Pologne, elle peut venir de Tunisie. C'est vraiment une passion collective. Une passion, et puis du concret et de la réalité que le grand public ne connaît pas forcément. Eh bien, ce sont tous ces chercheurs qui travaillent à faire progresser vos services, mais aussi votre savoir-faire de manière générale. Tout à fait. Ce sont nos chercheurs qui sont vraiment sur une approche très en amont. Ce sont aussi nos ingénieurs qui sont vraiment dans le prototypage, qui sont aussi dans le delivery de nouvelles plateformes, de nouveaux services, et nos marketeurs, nos designers. En fait, ça implique vraiment beaucoup de monde. Alors cet événement Orange Open Tech 2024, comment est-ce que vous le caractériseriez ? C'est pas le premier du genre, mais il a évolué par rapport aux éditions précédentes. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors tout à fait. Évidemment, il faut qu'on rende hommage à l'ancêtre d'Open Tech, qui est le Salon de la Recherche et Innovation, qui était très orienté recherche, parce qu'on voulait toujours mettre en avant notre recherche. Et on s'est dit, on va continuer à faire ça, mettre en avant notre recherche, mais on pense qu'il faut aussi mettre en avant cette logique d'innovation qui va dans les produits, en fait, les produits qu'on va sortir. Et on a vraiment voulu que ça soit un événement pas simplement qui touche Orange Innove, mais qui inclut toute l'innovation qui peut venir de n'importe où dans le groupe. Donc dès l'année dernière, en fait, on a vraiment fait une transformation importante où c'est devenu un événement groupe. Et aujourd'hui, c'est un événement groupe et partenaires, que ce soit les grands noms de la technologie, comme Google ou comme évidemment des startups comme OpenAI aussi, comme Mistral, etc. On a annoncé un partenariat avec notamment Meta et OpenAI pour rendre l'intelligence artificielle beaucoup plus inclusive, avec notamment le support pour des langues régionales africaines, et évidemment aussi les startups. Donc on est vraiment dans l'open, dans la création d'écosystèmes, évidemment aussi partenariat avec les autres opérateurs de télécommunications, de telle façon à contribuer à cette transformation tant attendue dans le monde de télécommunications. Elle ne peut se faire que de manière ouverte, l'innovation aujourd'hui ? Alors, en grande partie, oui. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des sujets d'optimisation de la relation client, des choses qu'on peut faire où en fait, on a toutes les billes technologiques. Mais si on est vraiment honnête, les grands sujets de rupture aujourd'hui, c'est des sujets dont certains éléments sont des éléments qu'on va trouver dans d'autres écosystèmes. Par exemple, l'intelligence artificielle générative, on ne va pas nous-mêmes réinventer un LLM. Par contre, on peut collaborer avec les gens qui font ces LLM pour les rendre, on va dire, plus safe, plus fiables, plus responsables aussi. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais développer votre propre LLM, par exemple, ça pourrait avoir du sens ou pas du tout ? Non, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait éventuellement augmenter des LLM qui existent en open source ? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde pour des cas d'usage très précis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se lancer dans le développement d'un LLM parce que derrière, on parle aussi d'impact énergétique colossaux. Donc autant en fait réutiliser ce qui existe aujourd'hui et de l'augmenter, de le compléter pour adresser nos problèmes spécifiques. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diront que malgré tout, Orange est parfois en retard en termes de recherche ? Est-ce que ça, c'est une manière justement d'être au niveau et à un niveau mondial ? C'est quand je vois le niveau de collaboration qu'on a avec les acteurs les plus en pointe de la côte ouest américaine et le respect qu'on a et même
la posture, on va dire, de référent technologique qu'on a créé ces dernières années, je pense que ces craintes ne sont pas fondées. Et moi-même qui viens de la Silicon Valley, je peux vous dire que après 1 an et demi chez Orange, je continue d'être plus qu'impressionné par la passion, le talent et puis surtout les compétences de nos collaborateurs. Justement, est-ce qu'il y a quelques innovations ici à l'occasion de ce salon qui vous ont particulièrement marqué ? Alors, tout à fait. Alors, on annonce plusieurs choses. Bon, déjà, moi, je veux revenir peut-être sur les annonces qu'on a faites avec OpenAI et Meta. Le fait de travailler pas simplement sur l'utilisation de leur technologie, mais sur des partenariats technologiques et commerciaux, de telle façon à co-construire des choses, rendre disponible, par exemple, l'intelligence artificielle à des pays où on ne parle pas que anglais ou que français. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. On annonce la sortie de Live Intelligence, qui est partie d'un produit en interne qu'on a rendu externe, qui permet aujourd'hui à nos utilisateurs de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, avoir accès à tous les LLM du marché, enfin les plus importants, de comprendre à chaque fois quel est le coût énergétique, toute requête, de comprendre aussi, d'être sûr que les données seront protégées, donc elles ne vont pas aller se perdre dans le cloud quelque part et potentiellement vont pouvoir fuiter. Et c'est aujourd'hui une solution qu'on va mettre à disponibilité pour nos clients aussi. Ouais, vous apportez des briques qui en fait n'existent pas et dont on s'aperçoit qu'on a de plus en plus besoin, et notamment sur la consommation énergétique. On sait que ChatGPT est très gourmand en énergie, beaucoup plus que Google notamment. Il y a vraiment une dimension à explorer. Alors tout à fait, et je veux quand même revenir sur l'intelligence artificielle, ce qui est surtout extraordinaire et à mon avis va être très important, c'est qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle at scale si les réseaux ne peuvent pas fournir cette connectivité qui est une connectivité totalement différente. On n'est plus dans le Netflix, on n'est plus dans le buffering, là c'est le no buffer, c'est du temps réel, at scale, avec des trafics ascendants énormes. Scale, donc à l'échelle, grande dimension. On est dans le multimodal, donc c'est pas simplement du texte avec du chat GPT, c'est aussi de l'audio, de la vidéo. Ouais. Et donc Orange est là pour justement réinventer la connectivité, la rendre intelligente, pouvoir travailler avec tous les développeurs qui vont développer des applications d'intelligence artificielle en disant on va vous mettre à disponibilité ces fameuses API qui vont vous permettre de façon très simple de contrôler le réseau, de pouvoir vous donner les services nécessaires pour que vous puissiez avoir cette connectivité nouvelle, un nouveau type de connectivité avec une latence très basse, complètement fiable, qualité de service on demand, c'est ce qu'on appelle les fameuses network API. Puisqu'on rappelle que votre réseau aujourd'hui, c'est de plus en plus du logiciel, du software, du cloud, une virtualisation complète, et donc on peut entrer grâce à ces API dont vous parlez, ces API. Exactement. L'année dernière, on a annoncé la singularité qui nous touchait, qui était la softwarisation, la cloudification. Ouais. L'intelligence artificielle, en fait, arrive d'une certaine façon en couche applicative qui se greffe au-dessus de cette transformation. L'intelligence artificielle est très présente pour cette édition 2024 d'Orange OpenTech. Quelle est votre vision de l'IA pour Orange, mais même au-delà pour la société ? Écoutez, nous, on fait preuve de pragmatisme et d'humilité. On a évidemment envie de vous dire exactement à quoi va ressembler l'intelligence artificielle en 2030. On a 3 convictions qui sont très fortes. C'est qu'elle doit être responsable. Donc, à la fois au niveau d'utilisation des data. Donc, on met énormément d'efforts là-dessus. On a ce qu'on appelle une initiative qui s'appelle Data Démocratie, qui fait en sorte que l'accès à la data va être évidemment démocratisé parce qu'on veut qu'un maximum de personnes puissent développer sur l'intelligence artificielle, mais qu'en même temps qu'elle soit conforme aux politiques de protection des droits, de la vie privée. La deuxième partie, c'est l'environnement. Donc, on a aussi une vision frugale, optimisée de l'intelligence artificielle, de telle façon à ce qu'on arrive à sortir de cette évolution exponentielle en termes de besoin d'entraînement de modèles. Que ça ne devienne pas un problème, en fait. Pour l'instant, on est sur des trajectoires qui sont absolument contradictoires, des objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc, on est à fond là-dessus et on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on le fait avec nos partenaires. Et évidemment, le troisième aspect, c'est on veut qu'elle soit extraordinairement inclusive. On ne veut pas qu'elle contribue à un accroissement des inégalités sociales. Au contraire, on veut la rendre disponible au plus grand nombre. On pense aussi qu'elle peut être extraordinaire pour les gens qui sont malvoyants, malentendants, qui ont des problèmes de motricité, d'utiliser l'intelligence artificielle pour les assister dans leur vie. Donc, on a des convictions fortes. On veut qu'elle soit humaine. On veut qu'elle soit au service de nos collaborateurs et de la vie de nos clients. Merci beaucoup, Merci. Bruno Zerbib, directeur exécutif de l'innovation du groupe Orange. Bonjour Géven Le Souarn. Bonjour Jérôme.
Vous êtes fondateur et directeur général de la société iGo, qui est une agence de design spécialisée dans la transformation numérique. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le design se cache derrière tous les produits tech, et pas seulement tech d'ailleurs, qu'on utilise au quotidien. Évidemment, quand on parle de design dans la tech, on pense à Apple, mais il n'y a pas qu'Apple. Et le design, c'est pas seulement pour faire joli. Il y a vraiment un enjeu d'utilisation, de rapport à la machine et à la technologie en ce qui concerne le design. Tout à fait. Et ce que je dis souvent, c'est que il est difficile de concevoir aujourd'hui un produit, un service ou une expérience dans lequel il ne va pas y avoir de technologie impliquée. Et le design peut aider à justement rendre cette technologie plus utile, plus facile d'accès au plus grand nombre. Et on est dans un monde où on est de plus en plus pressé. Grâce au design, on peut arriver à atteindre ses objectifs grâce à la technologie plus facilement. On a vu au fil des années les modes d'emploi disparaître petit à petit des produits tech. Et heureusement, là, sous l'influence très forte d'Apple notamment, mais c'est pas toujours le cas. Il y a encore des produits qui sont vendus avec des manuels d'utilisation. Alors peut-être pas des produits électroniques, mais dans l'électroménager, c'est pas terrible encore ce qui se passe. Est-ce que pour vous, un bon produit, c'est un produit qui n'a pas besoin de mode d'emploi ? C'est ça, ouais. Enfin, la notion que vous évoquez là, c'est la notion qui est justement chère au design, qui est la notion d'affordance. Comment je rends la fonction d'un objet, son usage compréhensible tout de suite. Et c'est un de nos enjeux, c'est un peu notre graal à nous, en effet, d'arriver à créer des produits si faciles et intuitifs qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Un peu, une blague dans le milieu du design, c'est que un bon design, c'est un peu comme une bonne blague. Voilà. Si vous avez besoin de l'expliquer, c'est que ce n'était pas un bon design ou une bonne blague. Oui, en effet. Et comment ça se passe? Alors, comment est-ce que vous travaillez? Vous êtes obligé de prendre le produit quasiment à sa naissance et même avant sa naissance? Alors oui, voilà, en fait, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder. On peut être soit sur des modes très exploratoires, c'est-à-dire on a accompagné, par exemple, récemment Orange dans l'exploration de comment ils pourraient créer de nouveaux produits, services ou offres autour de la Gen Z, justement. Donc là, on est très dans l'exploration. Quelles sont les attentes, les enjeux de la Gen Z par rapport à Internet, au monde de la communication, voilà. Donc ça, c'est presque de l'anthropologie. Alors, je garde beaucoup de respect pour cette discipline, donc je n'irai pas trop loin, mais voilà, on est sur ce sujet-là de comprendre les attentes, les usages actuels, les besoins, et après identifier comment ce que l'entreprise fait et propose pourrait s'aligner avec ses besoins. Donc voilà, on peut faire de l'innovation d'usage ou mettre des innovations technologiques au service de ces usages. Donc là, ça peut être une première approche plus exploratoire. Ou alors, ça peut être en effet, je suis une entreprise existante, j'ai déjà un produit ou un service et je m'aperçois que j'en vends moins ou j'en vends plus assez ou l'usage diminue. Et là, c'est plus des recherches un peu tactiques pour comprendre pourquoi on s'en sert moins. Est-ce qu'il y a un nouveau concurrent, par exemple, qui est arrivé sur le marché et qui a changé un peu la façon dont tel ou tel produit doit être conçu ou utilisé. Et là, du coup, on est plus sur de l'itération plutôt que de la création. Et on travaille sur des indicateurs plus, augmenter le taux de conversion, le taux d'usage, ce genre de choses. À chaque fois, par contre, ce qu'il y a en commun, c'est qu'on va toujours partir de l'utilisateur, soit pour lui poser des questions assez exploratoires et assez ouvertes, soit au contraire avec des questions, quand on est plus pour améliorer ou itérer sur un produit-service, des questions plus fermées, puisqu'on va lui donner quelque chose entre les mains et voir comment il réagit, lui poser des questions sur pourquoi il a fait tel choix ou tel autre, qu'est-ce qu'il comprend là, etc. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, on part de l'humain et surtout après, on va essayer de imaginer de manière très pragmatique de soit créer un nouveau produit, soit d'améliorer une solution. Alors des fois, ça veut juste changer une petite couleur sur un bouton, changer une petite phrase dans un texte. Quand on est sur de l'amélioration, l'itération, parfois c'est plus poser des grands concepts encore un peu peut-être abstraits et les rendre un peu tangibles pour là aussi susciter des réactions humaines et puis améliorer rapidement. C'est ça aussi une des grandes caractéristiques du design, c'est de pouvoir aller assez vite vers du pragmatique, vers du pratique et itérer assez vite. Encore une fois, si j'aide mon client à changer d'avis en une semaine, c'est quand même plus intéressant pour lui que quand il se met à développer bille en tête quelque chose en 3 ou 4 mois qui servira malheureusement peut-être à rien. Changer une couleur ou l'emplacement d'un bouton, ça peut vraiment avoir un impact sur les ventes? Ça peut avoir des impacts assez significatifs, oui, puisque il y a tout un pan, même presque des neurosciences là-dessus, sur comment
créer de la réassurance en utilisant le bleu. Pourquoi on utilise le bleu principalement dans les métiers de l'assurance ou de la banque? C'est que c'est en fait la couleur la plus rassurante qu'on puisse avoir. Voilà, donc des choses comme ça. Donc si vous êtes une marque d'assurance et que vous essayez de créer des boutons en rouge ou en orange, là vous allez plutôt évoquer la peur, l'alerte, etc. Alors si vous mettez des petits boutons bleus, des choses comme ça, vous allez créer au contraire plutôt une ambiance zen. Alors c'est un peu une caricature, mais c'est vrai et c'est vérifié par la science. Là-dessus, il y a plein d'impacts assez clairs. Ouais. Mais le rouge ou le orange attire plus l'attention aussi, il se fait plus remarquer par rapport aux autres. Exactement, c'est tout un enjeu entre voilà, est-ce que je suis dans un supermarché et je veux attirer l'œil avec quelque chose d'un peu flashy, ou est-ce que je suis au contraire la personne elle est déjà en train par exemple de je sais pas, elle a déjà mis son produit dans son panier et là j'ai plus besoin d'attirer son attention, mais au contraire de la rassurer, l'amener, la prendre par la main. Voilà, c'est au bon moment, voilà, en fonction du moment, on va utiliser différents codes graphiques aussi pour parfois, ouais, ça peut changer en fonction du contexte justement. Gavin Newswarn, c'est quoi le pire et le meilleur que vous ayez vu en matière de design? Le pire et le meilleur que j'ai vu en matière de design. J'aime bien prendre un exemple qui est un peu une caricature de ce qui pourrait être le mauvais design, qui est pendant assez longtemps, et je vais les nommer et j'espère qu'ils ne vexeront pas, le site de Cdiscount, qui est donc un vendeur en ligne de beaucoup de produits à pas cher. Si vous allez dessus, généralement, ça pique justement un peu les yeux. Il y a beaucoup de couleurs, ça clignote dans tous les sens. Des boutons Mais ça rappelait beaucoup en fait l'équivalent physique qui était le magasin Surcouf à Paris il y a très très longtemps, qui était une espèce de foire comme ça de l'informatique et avec des couleurs clinquantes de tous les côtés. C'était la version en ligne en fait. C'était exactement ça, et l'idée c'est de dire, si vous regardez ça d'un point de vue designer, vous pouvez vous dire oui, voilà, ça clignote de partout, c'est pas forcément très agréable à regarder, etc. Mais en vrai, c'est là pour un objectif très précis, qui est de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de promotions et que justement vous allez forcément trouver votre bonheur dans tout ce tas d'offres à pas cher. Ouais, en fait, ça marche. Et en fait, ça marche. Mais pourquoi? Parce que quand vous allez sur ce genre de site, ils provoquent ce qu'ils doivent provoquer chez vous, c'est cette opulence d'offres. Voilà. Et ça, pour la provoquer, la générer cette émotion chez vous, le fait qu'il va y avoir du choix et que visiblement c'est pas cher, et il faut utiliser certains codes graphiques. Donc ça, c'est pour moi un mauvais design si on le regarde d'un point de vue purement graphique, par exemple, mais un très bon design si on le regarde d'un point de vue aider un être humain à trouver la meilleure offre promotionnelle alors qu'il sait peut-être même pas encore forcément quoi acheter. Voilà. Donc c'est une réponse de Normand, bien que je sois breton à votre question, mais c'est comme ça que je pourrais y répondre en tout cas. Ouais. Et le top, c'est quoi alors selon vous? Le top du design en ce moment, je vais prendre l'exemple de ChatGPT, où je trouve que oui, il y a de l'innovation technologique, mais au final, je trouve que l'innovation elle est surtout d'usage, et donc pour moi, c'est une innovation de design, dans le sens où c'est créer une nouvelle interface entre les machines et les humains, qui est quelque chose qu'on a tous énormément d'habitude à utiliser, qui est la conversation en fait. Voilà, vous pouvez lui poser une question à la voix, vous pouvez lui taper quelques mots. Je sais que dans le podcast, il y a pas longtemps, il y a eu tout un sujet sur les interfaces ChatGPT et la voix. Ouais. Et donc, pour moi, c'est là que c'est du bon design, c'est comprendre que pour rendre accessible cette technologie, il fallait trouver un nouveau moyen de cette nouvelle interface, et l'interface conversationnelle et ce lien-là. Et je pense que l'histoire a montré que c'était plutôt un succès, puisque aujourd'hui, ils ont établi un standard en fait en termes de design, qui est que pour interroger une IA générative, vous allez faire un prompt, donc commencer une conversation. Voilà, c'est l'exemple le plus proche de nous que j'aurais en termes de bon design, à mon sens. Merci beaucoup, Gavin Newswarn de la société Hygo. Voilà, on s'approche de la fin de cette émission, mais je ne voudrais pas vous quitter sans un petit bonus. Allez, comme je vous le disais, à ne pas rater ce week-end, nouvel épisode du Grand Débrief, l'émission mensuelle que je vous propose avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel. C'est donc ce dimanche, et exceptionnellement, tiens, je vais vous proposer tout de suite un extrait de cette émission pour vous donner envie. En plus, il y a une particularité, car pour la première fois dans le Grand Débrief, nous avons reçu des invités. Sauf que je n'avais pas dit à Bruno et François de qui il s'agissait. Donc je vous laisse écouter ce passage. Et je dis bienvenue à Baptiste et à Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais moi je les connais. Ben oui, mais moi aussi. Voilà, bonjour à tous. Vous entendez, Baptiste et Pierre? On vous entend très bien, pas de souci. Super. Alors, est-ce que, Bruno, François, est-ce que vous savez qui sont Baptiste et Pierre? Mais moi je sais.
Ah, il sait tout, lui. Non, mais je sais parce que je suis allé chercher sur Internet à qui on avait affaire. Non pas que je savais qu'ils étaient là, mais suite à la saga sur Arte, voilà. avec Luc Julia, je me suis dit, mais c'est qui ces gars-là qui ont produit cette série? Eh ben, je me suis dit la même chose. Donc, je vous présente Baptiste Giudicelli et Pierre Schneiderman, qui sont donc les deux auteurs de cette super série, mini-série parce que c'est des petits épisodes très courts, d'une quinzaine de minutes, consacrés à la Silicon Valley, qui s'appelle Silicon fucking Valley, avec notre ami Luc Julia. Alors, je suis sûr que Bruno et François attendaient en réalité que je fasse intervenir Luc Julia. Parce qu'on connaît bien Luc Julia. Il est là. Non, mais Luc, je suis sûr qu'il nous écoute en plus, parce que je sais que Luc écoute nos podcasts, donc on le salue. Évidemment. Et on est ravis d'accueillir Pierre et Baptiste, parce que je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce documentaire qu'on a trouvé très sympa. Comment vous avez eu l'idée de faire déjà cette série sur la Silicon Valley? Parce que nous, la Silicon Valley, enfin, je veux dire, c'est notre mythologie personnelle. Ça nous fait vibrer. On a les poils qui se hérissent quand on parle des années 60-70 dans la Silicon Valley. Alors, on était quand même un petit peu geek parce que quand on était chez Combini avec Baptiste, on était journaliste tech quand même. Ouais, vous êtes quand même pas des perdreaux de l'année, quoi, en matière de tech. Et il se trouve qu'on a rencontré Luc Julia presque par hasard quand on est allé dans la Silicon Valley, tous les deux, pour faire la folle histoire de Photoshop. On était invités par Adobe. Et on a fait l'histoire de Photoshop avec un ingénieur vintage qui était au tout début de Photoshop. C'était très drôle. Et on avait très très peur de revenir les mains vides de la Silicon Valley avec une ou deux interviews et de se faire engueuler par la direction. Donc du jour au lendemain, on a envoyé un petit message désespéré sur LinkedIn à Luc Julia pour savoir s'il vous plaît Luc Julia, est-ce qu'on peut faire la folle histoire de Siri, ça nous rendrait trop service, on adorerait. Et donc, on a rencontré Luc Julia dans la Silicon Valley pour raconter l'histoire de Siri sur la terrasse d'un bar. Ouais, on l'a rencontré dans un bar. C'était assez incroyable. On a passé 2 heures avec lui à la terrasse d'un bar de la Silicon Valley et on a bu toutes ses paroles pendant 2 heures. C'était assez fou. Et il nous a donné sa fascination pour la vallée qu'on n'avait peut-être pas avant, je pense. Et génial. On est tombé sur le meilleur, un des meilleurs storytellers parmi toutes les personnes dans la tech ou le gaming qu'on avait interviewé. Et on s'était dit, alors on se l'est pas dit tout de suite après l'interview, on va faire un documentaire. Ça a mis, on l'a revu à Paris, on a refait une vidéo qui a très bien marché, les secrets de la Silicon Valley dans un bar à vin cette fois-ci. et je pense que l'idée elle a germé quelques mois après. Avec Baptiste, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas une vidéo d'une toute autre nature avec Luc Julia, enfin beaucoup plus longue, qu'on essaierait de mettre pour un autre public et dans la Silicon Valley. Top. C'est une très bonne idée. Sincèrement, c'est une très bonne idée parce que ça marche. En plus, c'est des petits épisodes relativement rapides à consommer, quoi. Donc, c'est très dynamique, c'est très jump cut comme montage, etc. Ça va vite. Et puis Luc Julia, voilà, il connaît. C'est un bon client. Dans la Silicon Valley, je veux dire, vous avez quand même le guide ultime, quoi. C'est cool. Et puis, on a l'impression d'être un petit peu avec lui, de découvrir même ses origines quand il retourne dans le premier bureau où il a construit Siri. Vous racontez ça, c'est cool. Enfin, il y a plein de choses. Il rencontre des vieux collègues de travail. C'est très sympa, quoi. Franchement, bravo. C'est une très, très bonne idée. Et il vous a ouvert plein de portes, alors. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, Luc, il a quand même beaucoup de portes ouvertes, voire quasiment toutes les portes dans la Silicon Valley. Mais surtout, quand la porte est fermée, il hésite pas à rentrer quand même. Donc, c'est ça qui est aussi, c'est ce qui fait son caractère et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et puis, il garde toujours aussi cette liberté de parole qui est assez folle pour nous, quoi. C'est-à-dire que quand on va normalement faire des interviews dans la Silicon Valley, ça peut arriver qu'on se retrouve face à des discours très lisses, très réglés, et donc, du coup, Luc Julia, c'est tout l'inverse, quoi. Donc, il n'hésite pas à taper sur les uns sur les autres, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, et c'est ça qui fait son personnage intéressant, quoi. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous ce dimanche 1er décembre 2024 sur le fil du podcast Monde Numérique pour écouter le grand débrief avec François Sorel, Bruno Guglielminetti et donc Baptiste et Pierre qui nous parlent en détail de ce documentaire sur la Silicon Valley.
C'est la fin de l'hebdo, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci pour votre écoute jusque-là et votre fidélité aussi à ce podcast. Continuez à écouter, continuez à le faire connaître, envoyez-le à vos amis. Surtout, vous pouvez laisser un commentaire, laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Enfin, c'est surtout sur Apple Podcast en réalité. 5 petites étoiles. Vous pouvez soutenir financièrement le monde numérique en prévision du CES de Las Vegas, je le répète. Et puis une autre annonce, allez, puisqu'on est dans la pub et dans la formation spéciale podcast que je vous propose est en promo encore quelques heures, enfin suivant le moment où vous écoutez cet épisode, jusqu'au 30 novembre au soir pour les auditeurs de Monde Numérique avec le code podcast24 sur le site formationpodcastpro.com. Voilà, passez une bonne semaine pleine de tech. Salut.